Bonsoir, c'est toujours un plaisir, mesdames et messieurs, de nous retrouver autour d'Actu Soir, votre magazine de décryptage de l'actualité en République démocratique du Congo. Nous avons 15 minutes pour en décortiquer. D'ailleurs, la République démocratique du Congo s'est réveillée, d'ailleurs, dans cette chaleur du discours du président de la République, retraçant la réalité dans laquelle l'Est du pays traverse aujourd'hui avec ses agresseurs. Le Rwanda, qui soutient le M23 et toute la situation actuelle, l'option prise par la RDC, qui n'est autre que diplomatique, avant d'envisager la guerre, puisque la RDC est un pays hospitalier, il se veut pacifiste, et Tshisekedi l'a évoqué dans ce discours adressé à la nation le jeudi dans la soirée. Avec moi sur ce plateau, quelqu'un qui a un peu disparu, il est de retour, M. Clément Kabamba. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bonjour, je suis journaliste. Bon retour. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire bon retour ou pas? Bon retour, bon, après une longue absence, je crois que c'est bien de le dire, mais on est là. C'est comment d'ailleurs aujourd'hui, selon votre observation, l'atmosphère de la gestion du pays? Bon, la gestion du pays, je crois qu'il faut être... ou souffrir d'une cécité pour ne pas le remarquer. Beaucoup de choses à déplorer, sincèrement, par la gestion ou la gouvernance du pays, parce que nous attendions plus à l'issue des élections de 2018, mais 4 ans après, je crois que c'est le regret au niveau de la population, parce que la plupart de nos conditions socio-économiques n'ont pas changé d'un seul iota. Le président de la République a été très transparent hier. En tout cas, parlant de ce qu'il voulait faire avec les pays voisins de la République démocratique du Congo dans cette quête, puisqu'il avait fait une promesse solennelle le jour de la prise du pouvoir, qu'il va doter à l'RDC une véritable paix et qu'il avait entamé toutes les démarches, en tout cas avec ses voisins, mais ces derniers l'ont trahi, à l'exemple du Rwanda. Bon, vous savez, je félicite sa sincérité, mais cela ne le disculpe pas, parce que c'est lui qui est à la tête du pays et c'est lui qui a pris toutes ces initiatives pour s'attacher à son homologue rwandais, Ouais. avec qui des accolades pleuvaient à tout moment, s'appelant de frère. Mais à un moment donné, je crois qu'il s'est laissé aller dans l'hypocrisie du Rwanda. Et aujourd'hui, il en paie le frais. Donc c'est un échec total. Bien qu'il a avoué ça de manière sincère, donc c'est un aveu d'échec pour moi. Et son discours d'hier, comment vous l'avez jugé personnellement? C'est un aveu d'échec et c'est tout sauf un appel à la mobilisation comme il le voulait, parce que pour moi, quand on reconnaît un échec d'une initiative, comme ces initiatives diplomatiques, je m'attendais à ce que l'autre option, comme lui-même il a présenté deux options, l'autre option soit directement prise, sans attendre. Celle de la guerre. Sans attendre, absolument. Plutôt que rester encore sur la première option, espérant que les choses vont changer. Mais ça ne changera jamais avec le Rwanda. C'est, comme il a dit lui-même, des velléités expansionnistes. Et pour eux, ils doivent tout faire pour pouvoir gagner de l'espace en République démocratique du Congo. Et donc, on ne peut pas espérer que le Rwanda puisse changer d'avis. Mais la République démocratique du Congo, c'est elle qui devra payer les pots cassés, puisque la guerre a des conséquences, M. Clément. La déclarer ou ne pas la déclarer, nous sommes déjà en guerre. Et déjà dire que le M23 sont soutenus par le Rwanda, c'est que sans les dire, le Rwanda nous a fait la guerre. Et donc, c'est à nous de tout simplement nous défendre. Donc, il ne faut pas qu'on reste encore sur de lamentation, espérant que quelqu'un va voler à notre secours. Il faut plutôt qu'on prenne une décision courageuse de déclarer la guerre, en dépit de nos faiblesses, en dépit de nos insuffisances, déclarer la guerre au Rwanda. Est-ce que ce sera facile? Ça ne sera pas facile. Ce ne sera pas encore les politiciens qui allaient tomber sur lui en disant qu'il n'a pas bien préparé la guerre. Rien au monde n'a jamais été facile. Il faut parfois du courage. Et je crois que c'est le courage qui nous manque maintenant pour pouvoir aller à la deuxième option qu'il a présentée lui-même, qui est celle de la guerre. C'est l'unique. C'est l'unique option. Il faut seulement du courage. On ne peut plus espérer de tout ce qu'il y a eu Mais comme démarches antérieures. pourquoi mobiliser la population à le soutenir traité de Nairobi,
le mini-sommet de Luanda. Pourquoi mobiliser, pourquoi vouloir faire appel à la mobilisation de la population pour soutenir le FARDC pendant qu'on ne déclare pas la guerre? C'est quand même antinomique, contradictoire. Donc il faut que vous faites un appel à la mobilisation de toute la population pour soutenir les FARDC, mais en même temps vous déclarez la guerre de manière claire et assumer toutes les conséquences. Mais les offensives sont constatées quand même sur le terrain. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais c'est pas ça ce qu'on attendait du président de la République. Pourquoi avoir pris l'initiative de pouvoir faire cette adresse? Moi, quand j'ai eu l'information qu'il allait s'adresser à la population, je m'attendais à ce que, comme on est déjà dans une situation très difficile, c'est vraiment une adresse déterminante. Mais j'ai été un peu déçu, pour ne pas aggraver ma déception. J'étais un peu déçu par le fait que ça s'est terminé tel que peut-être je le pensais. Mais aujourd'hui, vous savez quand même que la République démocratique du Congo a déjà un budget de plus ou moins de 14,6 milliards de dollars. Et les efforts sont fournis pour soutenir les forces armées, puisqu'il y a quand même un gros chiffre qui sera alloué aux armements ou encore au FARDC. Est-ce que ce n'est pas déjà une volonté qui peut suffire pour solutionner ce problème? Mettre de gros chiffres dans le budget, c'est vrai, on peut l'analyser comme un signe de volonté de la part du président de la République, mais pour moi, ça ne me dit rien du tout parce que les chiffres ne parlaient pas. Il faut qu'à un moment donné, qu'on puisse réellement mobiliser ces ressources parce qu'un budget, ce n'est pas de l'argent disponible, c'est des ressources à mobiliser. Faudra-t-il encore mobiliser ces ressources et qu'après, on puisse réellement allouer à l'armement et à tout ce qui va comme logistique militaire? Les prévisions sont déjà à peu près à 10 milliards, donc ça va déjà. Ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. Nous avons connu des budgets avec des chiffres faramineux qu'on a fini par revoir après. Donc aujourd'hui, on peut encore nous présenter 14 milliards et qu'après, on nous dise il y a eu ça et ça, on revoit à la baisse. Donc pour moi, ça ne me surprend pas qu'on aille à 14 milliards, mais ce ne sont que des chiffres qui ne parlaient pas malheureusement et on attend au bon moment pour pouvoir nous prononcer en toute lucidité que effectivement c'était une volonté réelle de la part du président de la République. Pour l'instant, on ne peut que s'en tenir à observer le chiffre, connaissant déjà parfois notre incapacité à pouvoir mobiliser les recettes. Donc pour moi, je ne serais pas surpris que les choses se passent autrement. Monsieur Clément, est-ce que vous pensez que la République démocratique du Congo est isolée, seule par le monde? Je crois que dire isolé, on peut le dire parce qu'aujourd'hui, on pense que la guerre que les M23 nous font avec tous ces soutiens, le Rwanda et les autres, ce n'est pas une guerre de M23, c'est plutôt une guerre de multinationales qui sont derrière, une guerre des Occidentaux et des autres forces obscures qui agissent derrière le M23 pour soutirer nos ressources. Mais cela, en réalité, ne devrait pas nous faire peur pour dire on est seul et qu'on n'a rien. Il y a aussi des partenaires qui n'attendent que la main tendue de la République démocratique du Congo pour nous soutenir. Aujourd'hui, le monde est presque bipolarisé, où il y a d'un côté les Occidentaux et les autres, les Orientaux, si on peut les qualifier comme ça. Et donc, à un moment donné, il faut faire un choix. Soit s'allier aux Occidentaux, qui sont toujours des gens qui changent d'avis à tout moment, qui vous donnent l'impression d'être avec vous, alors qu'en réalité, ils n'ont jamais été avec vous. Nous avons été victimes plusieurs fois et la MONUSCO nous a déclaré la dernière fois qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas assez de moyens comme le M23. Donc, on doit choisir nos partenaires. Il faut qu'on soit en mesure de choisir nos partenaires. Et aujourd'hui, ils sont là, ceux qui peuvent nous soutenir. C'est à nous de faire ces choix. Le peuple vit comment? Mais nous souffrons déjà. Notre souffrance ne commence pas d'aujourd'hui. Et depuis, quand nous comptions sur la magistrature suprême du président de la République actuelle, nous pensions qu'il allait apporter beaucoup de nos solutions. Mais aujourd'hui, nous sommes très déçus. Vous ne le soutenez pas, bien qu'étant avec lui dans l'union sacrée. Il a été soutenu, mais sans jamais apporter des résultats. Vous mettez beaucoup plus en avant-plan votre cahier des charges. Il a toujours été soutenu, à ce que je sache. Mais
jamais, quand il est soutenu, il a déclaré. C'est quand lui ne respecte pas parfois les choses qu'il promet à ses partenaires qu'il dit qu'on ne le soutient pas. Je crois qu'à un moment donné... Qu'est-ce qu'il peut promettre à part les postes ministériels ou autres postes portefeuille? La politique ne se limite pas à des postes. La politique, il y a plus que ça. Donc, pour moi, dire qu'il n'est pas soutenu, c'est un autre prétexte. C'est un autre prétexte. Et aujourd'hui, s'il dit c'est les moments de taire nos divergences et tout, je veux bien le croire qu'il faut taire nos divergences. Ouais. Mais comment taire les divergences pendant que ce sont ces soutiens qui se réveillent tout le jour pour insulter les autres? Mais quand vous n'êtes plutôt pas dans la vision, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle vision? Elle a été présentée quand? La vision dans laquelle vous avez adhéré. La vision, elle a été présentée quand? Elle se libelle comment? Elle est structurée dans combien de lignes? Et quels en est les slogans majeurs de cette vision? Donc c'est ça, j'entends toujours parler la vision, ça fait 2 ans maintenant qu'on parle de cette vision. Vous avez adhéré à quoi finalement quand vous dites que nous avons adhéré à l'Union sacrée? Vous avez adhéré à quoi? Il avait fait appel à ses partenaires qui ont répondu tout simplement. Il a sûrement présenté les grandes lignes. Qui avaient répondu tout simplement à son appel. C'est tout à fait naturel en politique. Mais jusqu'ici, moi je n'ai jamais appris ce que c'est la vision du président de la République. Elle consiste en quoi? Quelles sont les grandes lignes? Là, c'est pas son problème, c'est un problème alors de la restitution au niveau de vos structures d'appartenance. Qui est censé impulser la vision? Mais c'est lui. Il transmet. Et qui doit se soucier à ce que sa vision... À vos hiérarchies, qui doit se soucier de faire la suite? Qui doit se soucier que la vision puisse pénétrer l'opinion? Je crois que c'est à lui de pouvoir faire tout ça, mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne vous dira qu'il a compris cette vision. Et donc, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, qu'on essuie certains échecs, parce que sans vision claire, il faut s'attendre à des échecs. Partagez tous alors le bilan. Le bilan... Acceptez de partager au lieu de vouloir vous dédouaner, puisque nous avoisinons 2023, quand on est responsable, une année électorale. Quand on est responsable... Vous voulez être malin. Quand on est responsable, on doit assumer. Le bon comme le mauvais. Ouais. On assume et le passif et l'actif. On ne peut pas être responsable pour pouvoir décharger le passif sur les autres et l'actif, on se bombe la tosse que c'est moi. Ensemble. Non, c'est vrai. Ouais. On est là, on a été, et on est là. Mais est-ce que c'est à nous d'assumer la responsabilité du bilan de la gouvernance? Je crois que c'est au président de la République. Et c'est lui le responsable, le numéro 1. Il paraît que Moïse Katumbi et son clan, c'est son habitude de lâcher la veille des élections pour se taper une majorité. Je crois qu'il a eu taper une opinion, une passion. Qu'il a eu à plusieurs reprises de lancer l'alerte. Et on n'a jamais écouté. Mais que voulez-vous? Il a lancé l'alerte plusieurs fois, mais on ne l'a jamais écouté. Donc il y a certains, à un moment donné, avant d'accuser l'autre, ou de le tenir pour responsable, il faut voir soi-même ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas pu être à mesure de faire. Un peu comme il a fait hier dans son discours, il fallait qu'à un moment donné, qu'il assume aussi l'échec de la gouvernance, comme il a avoué pour ses initiatives diplomatiques. Alors que de tout ce temps, on nous a toujours chanté que c'est une diplomatie agissante. Alors une diplomatie agissante qui nous accouche d'un canard boiteux, démordé. Lui, il l'a fait, c'est l'autre qui trahit. Qui a trahi et qui a fait? Le Rwanda trahit sa bonne volonté de bien Est-ce qu'il ne sait pas choses. Non. En relations internationales, il faut savoir faire les choix de ses partenaires. Sur le plan diplomatique, il faut savoir qui choisir. Et nos relations avec le Rwanda n'ont jamais été de relations d'un vrai amour. Et donc, il fallait déjà tirer des leçons du passé avant de prendre n'importe quelle initiative. Et même si on prend l'initiative, il faut savoir qu'à un moment donné, là, je suis face à mon ennemi d'hier. Même si aujourd'hui, on s'est dit d'enterrer la hache de la guerre, il faut voir ce qu'il faut faire exactement
pour ne plus retomber dans le passé. On peut dire qu'Ensemble pour la République n'est plus avec Tshisekedi. Pour terminer. Ce n'est pas à moi de le déclarer. Je crois qu'il y a Ensemble là, des instances, des décisions qui doivent le déclarer beaucoup plus clairement. Oui. Mais moi, tout ce que je sais, c'est implicite. qu'à un moment donné, c'est lui qui doit assumer, qui doit porter le chapeau de la responsabilité de cette gouvernance, c'est le président de la République. Kabila est parti de la tête du pays. On n'a jamais dit que Lambert Mende et tous les autres caciques portent les chapeaux de tout ce que Kabila a pu faire de mauvais. C'est Kabila lui-même. Mais parfois, ces gens-là veulent s'attribuer parfois certains mérites de Kabila, alors qu'ils n'ont jamais voulu porter tout ce qui est négatif. Donc c'est ça aussi être responsable, c'est pouvoir assumer les deux, et l'actif et le passif. Merci à vous, M. Clément, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je vous en prie, M. C'est la fin de cet Actu Soir. Merci de nous avoir suivis.